Et notre première rédaction, c'est celle du journal Nouvel Écho avec Joachim Sonoukou. Joachim, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints Joachim. Et ce matin, dans votre journal, vous évoquez les législatives unilatérales et contestées, guerre ouverte entre le pouvoir et la coalition de l'opposition, avec une interrogation à la clé, bien entendu. La CEDEAO, Joachim, est-elle devenue un pompier ou un pyromane? Oui, justement, nous titrons que l'élection unilatérale est contestée. La guerre ouverte entre la C14, c'est-à-dire la coalition de l'opposition, et le pouvoir. Nous demandons si la CEDEAO est finalement pompier ou pyromane. Nous posons cette question parce que nous savons que la crise togolaise a deux racines principales. La première, c'est que les élections ne sont jamais transparentes et équitables. Elles sont toujours contestées parce qu'elles sont mal organisées. Il manque ce qu'on appelle peut-être la transparence du jeu et la vérité des urnes. Et le second point, selon la seconde racine, c'est lié au verrouillage de tous les systèmes qui contribuent à l'alternance politique. Et c'est l'accumulation de toutes ces frustrations plutôt qui ont conduit à la crise de 19 août, qui n'était pas à sa première phase, je pense bien. Ça a commencé depuis des dizaines d'années. Le 19 août était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Et c'est suite à cela que la CEDEAO est intervenue avec sa feuille de route. Et cette feuille de route-là, s'il faut la rappeler, s'il faut le rappeler, elle dit à 3 points principaux. Nous avons le premier point qui concerne l'apaisement, les mesures d'apaisement. Nous avons la réforme et l'aboutissement de tout ça devait être des élections transparentes, inclusives et acceptées par tous. Aujourd'hui, le constat, c'est quoi? C'est que les 3 points, si nous prenons les mesures d'apaisement, oui. Au lieu qu'on libère les personnes détenues, on constate plutôt que le nombre de détenus s'augmente jour le jour. La preuve, il y a eu encore des arrestations la dernière fois. Et ensuite, pour les réformes, nous sommes au point mort. Les réformes électorales n'ont pas été faites. Les réformes constitutionnelles, ça ne passe pas. On tourne autour du poids à l'Assemblée nationale. Les réformes institutionnelles, la Cour constitutionnelle n'a pas été réformée. Et aucune institution de la République n'a été réformée jusqu'à ce qu'on aille aux élections du 20 à toute vitesse. Et parlant maintenant de la préparation des élections de façon inclusive, qui est le troisième point de la feuille de route, là aussi, tout se fait sauf de façon inclusive. Vous voyez, Eric, que ça, la feuille de route, on se demande si finalement, cette feuille de route est là pour venir exacerber la crise togolaise ou plutôt pour apporter des solutions. Et c'est ce qui a amené une guerre ouverte entre le pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement uni, et la coalition des 14 politiques, des 14 partis politiques qui n'entendent plus se limiter à un simple boycott. Et à la dernière conférence de presse de la coalition de la C14, les leaders des partis regroupés dans cette coalition disent passer par tous les moyens dont ils disposent démocratiquement pour empêcher les élections du 20 décembre. Parce que pour eux, ces élections-là sont synonymes d'une crise qui sera plus grave que ce qu'on a connu déjà. Voilà un peu le système d'inquiétude qui plane à l'horizon, un regain de violence. Et déjà hier, vous avez constaté, suite aux caravanes de la C14 qui devait sillonner la ville, il y a une opposition ferme du ministre, disons, de l'administration territoriale. Il y a eu des gaz qui ont été lancés, des tirs à bout portant sur des militants de l'opposition, des séquestrations, il y a eu des blessés graves. Alors on se demande où est la CEDEAO? Où est la CEDEAO qui a prescrit sa feuille de route? Qu'est-ce qu'elle attend pour agir? Elle attend que les élections soient organisées et qu'après le 20, qu'on vienne nous dire quoi? Reprendre le dialogue dessous et de quelle façon pour aboutir à quoi après? Mais nous estimons à la fin que cela n'aura aucun sens.
C'est pour cela que nous pensons que la CEDEAO fera plutôt mieux d'agir. Et comme mieux vaut tard que jamais, nous croyons, nous espérons toujours que la CEDEAO ne peut pas commettre une telle erreur et laisser venir faire sombrer le Togo dans une crise qui dépasserait ce qu'il a fait venir au Togo. Parfait, voilà. Très bien. On a compris, on lira le reste dans votre journal Nouvel Écho. Et puis, c'est pour ça, Joachim, que vous parlez de la honte ce matin, faisant allusion donc au rendez-vous du 20 décembre. Oui, c'est un rendez-vous de la honte. Eric, j'allais dire déjà que, avant d'aborder ce point, que le Parlement de la CEDEAO déjà annonce les couleurs. Et nous estimons que ce qui se passe là-bas est un signe avant-coureur de ce que la CEDEAO fera pour le Togo. Et revenons maintenant à notre rendez-vous de la honte. Justement, c'est un rendez-vous de la honte. Nous allons à des élections du 20 décembre qui sont comparables à un jeu de football où quelqu'un qui se dit grand marqueur demande à l'arbitre à toutes les forces d'écarter les joueurs, de ligoter le gardien et il court bonnement pour marquer le but sauf de joie, comme c'est lui qui s'est marqué. Voilà un peu l'image des élections que nous sommes en train d'organiser au Togo suite à un effet de route. Mais on se demande pourquoi. Pourquoi le pouvoir a toujours la peur bleue des mesures de transparence des élections. Et on se demande ce que nous voulons exactement. Est-ce que nous courons aux élections, au bâclé, pour aller au vert, comme si après le vert, le ciel va tomber sur le Togo, ou bien nous allons à des élections propres, transparentes, acceptées par tous pour sortir d'une crise? C'est la question qu'on se pose. De 2006 jusqu'à ce jour, et jusqu'à la fête de route, on nous a toujours fait reporter les réformes d'année en année, jusqu'à ce que la crise naisse le 19 août. On ne peut pas compter les accords. On ne peut pas compter même les réformes qui ont été proposées par plusieurs conclusions de dialogue, tout ça. Mais cette année encore, après le 31 juillet, on se rend compte qu'on va aux élections sans aucune réforme. Quel est l'objectif exactement? On se demande. En 2018 encore, c'est le pire qui arrive. Et on ne sait pas ce qui pourra advenir après le 26. Les élections sont organisées telles qu'elles sont en train d'être organisées. On se demande pourquoi le président Faure, qui nous avons pris comme un jeune président depuis 2005, a tellement peur de la transparence des élections. Et cela ressemble à une élection de la honte, où l'adversaire veut éliminer complètement son concurrent avant de pouvoir le mettre hors d'état de jouer, avant de pouvoir marquer. Et comme le confrère Togo Matin l'écrivait ce matin, donc justement, pour le ministre Bawara, les dates seront tenues le 20 décembre. Et puis, le dernier sujet que vous évoquez, justement, lié donc toujours aux élections, élections avec ou sans la C14, très difficile pour unir de s'en sortir réellement? Oui, justement. Et nous avons des élections avec ou sans la C14. Le parti au pouvoir unir a pensé avoir trouvé une solution extraordinaire. Et cette solution, c'est d'aller aux élections avec la C14. Mais bien avant d'aller avec elle, il faut d'abord préparer toutes les conditions, garantir toutes les conditions qui assurent une victoire déjà connue avant les élections. C'est ça le plan. Ou alors on va tout seul. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé? On a tout fait pour mettre de côté la C14 parce que sachant personnellement que les conditions dans lesquelles ces élections sont en train d'être organisées ne seront pas de l'avis de ce regroupement de partis politiques. Et le constat aujourd'hui, c'est qu'il va tout seul aux élections. On se demande, est-ce qu'en allant tout seul aux élections, nous sortirons de la crise qui nous a amené à avoir cette feuille de route? Nous disons non. Puisque déjà, la C14 dit qu'elle fera tout pour empêcher cette élection. Même si elles ne sont pas empêchées, après le 20, allons-nous assister. Et là, nous dirons que la crise va rebondir encore de plus belle. C'est en cela que nous disons que l'Uni ne s'en sortira pas. Mais avec la C14 aussi, s'il faut aller, là, nous dirons que ce sera peut-être un échec cuisant que le pouvoir a de craindre. Et nous tendons vers même
le blocage, parce que déjà des jours à venir, il y aura un regain de violence par rapport à la réaction d'un camp et de l'autre. Et si cela s'avérait, nous sommes en train d'envisager déjà le report des élections. Et si cela arrivait, il fera face à son adversaire qu'il est en train de fuir à toute vitesse. Et nous disons que de toutes les façons, qu'il ait des élections ou avec la C14, elle ne s'en sortira pas. Le mieux, c'est trouver des solutions durables pour finir avec cette équipe togolaise. Ben écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal et puis il y a beaucoup d'autres journaux qui reviennent ce matin sur les scènes qu'on a observées hier à travers la ville de Lomé, la coalition qui a été une nouvelle fois gazée, en tout cas sa caravane. Et cette déclaration du vice-président de Adi qui est membre, il faut le rappeler, de la C14, je veux évoquer le cas de Laurent Achou, qui dit qu'ils ils ont envoyé les gaz un peu partout dans le siège d'Adi. Nous n'avons pas eu le choix que de nous enfermer dans les salles d'eau. C'est notre droit de dire que nous ne sommes pas pour ces élections qui s'organisent en violation de l'esprit de la FEDERO, de la CEDEAO. Nous attendons que la CEDEAO elle-même se prononce, mais il est sûr que si nous restons les bras croisés, elle ne sentira pas le besoin de dire quoi que ce soit par rapport donc à la crise que nous vivons au Togo. En tout cas, on lira votre journal dans les caisses ce matin, Joachim Sonoukou. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci à vous et bonne journée à vous et à tous vos auditeurs. Merci et bonne journée à vous aussi. Merci. Et nous avons au téléphone notre deuxième rédaction, c'est la rédaction du journal Le Médium avec Credo TT en édition spéciale ce matin. Bonjour Credo. Bonjour Eric et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. C'est le patron du journal Le Médium et ce matin vous parlez politique avec l'opposition. Comme on fait son lit, on se couche. À quoi faites-vous allusion? Oui, Eric, pour une fois, l'opposition reconnaît que son appel de Togo-Mort a été un fiasco sur toute la ligne et que les Togolais ont vaqué librement à leur occupation. Il faut également dire que toutes les autres tentatives pour expliquer ce fait n'est qu'un faux fuyant. Les Togolais ne se laissent plus duper ni abuser par les opposants qui perdent le Nord. D'ailleurs, leurs prétendues actions d'envergure pour empêcher la tenue des législatives sont révélatrices de ce qu'ils sont désemparés aujourd'hui. Ce ne sont pas les cris d'enfraie que poussait Brigitte Adiamago sur RFI qui le démentirait. Et il faut dire aussi que l'interdiction de manifester pendant la période de campagne annoncée par le ministre de l'administration centrale et de l'administration territoriale est judicieux et salutaire pour le pays. Des gens qui annoncent l'apocalypse sur le pays par tous les moyens ne devraient pas se prévaloir du code électoral dont ils ne se sentent pas concernés. La loi électorale est faite pour ceux qui participent aux élections. En aucun cas, la C14 ne peut pas se prévaloir de cette loi qui régit les élections, vu qu'elle n'y participe pas. Madame Brigitte Kafi Adjamagbo, grand juriste devant Dieu, devant les hommes, devrait le savoir. Et donc, ce n'est que du pur charlatanisme de la coordinatrice de la coalition des 14 partis. Et vous parlez des législatives toujours, législatives 2018. Les indépendants à bâtir investissent aujourd'hui Vakosito et demain Baguida. Hein. Oui, cher ami Eric, s'il y a des candidats qui attirent toute l'attention des populations togolaises, surtout celle du Grand Lomé, c'est bien la liste des indépendants bâtir. Les candidats de la liste indépendants bâtir tiennent aujourd'hui un grand meeting à Vakosito au carrefour de l'entreprise de l'Union. Mais demain samedi, les jeunes audacieux de bâtir seront à Baguida pour séduire les électeurs. Ils sont jeunes et engagés pour un Togo meilleur. Les candidats de bâtir courtisent les électeurs avec charme et délicatesse. Bien organisés, bien présents partout. Même dans les banlieues de Lomé, les jeunes candidats de bâtir ont très tôt investi les médias dès le premier jour de la campagne pour exposer leur projet de société aux populations du Grand Lomé, où elle va compétir dans l'objectif, tenons-nous bien, de rappeler 10 sièges mis en jeu dans le Grand Lomé. Et puis, économie pour terminer, rapport de la Cour des comptes sur l'exécution du budget 2017. Hein. Dans son rapport sur l'exécution du budget de l'État exercice 2017, que la Cour des comptes a rendu public, donc il faut dire que l'institution indique que le Togo applique déjà pour la gestion 2017 les règles et procédures découlant du principe de la constatation des droits et obligations régissant la comptabilité générale qui constituait une exception par rapport au délai du 1er janvier 2017. Paradoxalement, Eric,
les autres dispositions de cette loi dont la mise en œuvre était attendue en 2017 n'ont pas été respectées, fait observer la Cour des comptes. Et tout cela, on le lira dans votre journal Le Médium, dans les kiosques ce matin en édition spéciale. Merci beaucoup, Credo Tété. Merci Eric, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci. L'alternative avec Ferdinand Haïté qui nous rejoint au téléphone. Ferdinand, bonjour. Bonjour, grand historien d'État, Eric. Merci de nous avoir rejoints. Vous aussi, vous parlez de la crise politique avec la question de l'alternance au Togo. Vous citez deux hommes, deux présidents de République, Alpha Condé, Alassane Ouattara, des torpilleurs finalement. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est des gens qui jouent un rôle très trouble dans la crise togolaise pour diverses raisons. Vous savez qu'à la rédaction de l'alternative, on est toujours resté constant sur le cas Alpha Condé, même si certains hommes politiques ont pris du temps pour comprendre. Alpha Condé, dès le début de cette crise depuis 2017, a été toujours du côté de Faure Gnassingbé. Et on a vu comment il s'est invité, je dirais par effraction, avec le manteau de l'Union africaine dans la médiation. Et puis ensuite, il a tout fait pour se faire imposer par la CEDEAO, entraînant une facilitation bicéphale. Et cette facilitation bicéphale a beaucoup nu à la lutte au Togo et a permis au régime de slalomer entre le premier facilitateur ghanéen et Alpha Condé. Aujourd'hui, on voit bien que ce qu'Alpha Condé fait dans son pays n'est pas différent de ce que M. Faure Gnassingbé fait ici. Et les deux régimes se soutiennent. Et à la dernière rencontre de Conakry, Alpha Condé a promis beaucoup de choses à la C14, mais qui ne se sont finalement pas réalisées. Aujourd'hui, on voit bien que le pouvoir fonce unilatéralement dans l'organisation de ces élections-là. Et le silence assourdissant d'Alpha Condé en dit beaucoup, et au-delà d'Alpha Condé de la CEDEAO, parce que au fond, le Ghanéen, lorsque on a commencé par l'accuser de tous les maux, alors que c'est lui qui menait une facilitation assez méthodique, il a dû se retirer. Et après les incidents de l'atterrissage des avions et tout ça, il a dû se mettre à côté pour regarder et laisser faire. Et pendant ce temps, Alpha Condé a repris le terrain et a roulé tous ces gens-là dans la farine. Et aujourd'hui, c'est eux qui œuvrent au sein de la CEDEAO pour que une position ferme ne soit pas adoptée vis-à-vis du régime, parce que M. Faure Gnassingbé a assuré ces gens-là qu'il fera les élections, il n'y aura aucun problème, il maîtrise le pays est sous contrôle et qu'il n'y aura pas de dérapage lors des élections. Et donc voilà la condition, et voilà l'assurance que Faure Gnassingbé a donnée pour pouvoir foncer dans l'organisation de ces élections, parce que pour lui, c'est un ce qu'il s'agit, c'est que le peuple serait toujours derrière lui. De l'autre côté, c'est Ouattara. Vous savez, les relations privilégiées qu'il lie le régime kabylien à celui de Lomé, depuis d'abord le temps de Faure Gnassingbé Yadema. Lomé a toujours servi de base arrière pour déstabiliser la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso. Et Ouattara a été porté au pouvoir. Vous savez le rôle que le Togo a joué dans toute cette affaire-là. Et puis ensuite, lorsque certains barons de Gbagbo se sont retrouvés ici, ils ont été livrés mais liés à Ouattara. Et en 2015, on a vu comment Ouattara est venu à la rescousse de Faure Gnassingbé lors de la présidentielle. Alors qu'il avait donné l'assurance que les choses allaient se refaire. Il était en compagnie du président ghanéen alors. Quelques minutes après leur départ, Tafa Tapiou a donné des résultats scandaleux. Et vous savez qu'à l'époque, Ouattara avait menacé les opposants en disant si vous sortez les gens dans la rue et qu'il y a des morts, la CPI va vous poursuivre. Mais on sait comment lui, Ouattara, il a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et donc, autour de Ouattara, d'abord Ouattara lui-même autour de lui, il y a beaucoup de gens, de parents autour de lui qui ont des entrées très privilégiées, Lomé, Ahmed Bakayoko, Guillaume Soro, et tous ces gens-là savent que 2020 chez eux va être très difficile, et que depuis la chute de Blaise Compaoré, c'est un truc qui va une base arrière au cas où les choses ne se passaient pas très bien en Côte d'Ivoire. Du coup, pour des enjeux internes à leur propre pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et la Guinée, parce que Alpha Condé veut briguer absolument un troisième mandat qui a son pays en l'air, ces gens soutiennent fortement le régime de Lomé et sont vraiment les torpilleurs
de l'alternance de notre pays. Il était temps qu'on sorte, on mette un doigt appuyateur sur eux. Et sur le cas Alpha Condé, on l'a toujours dit, on a maintenu une position depuis le début de cette crise. Ce monsieur n'a contribué qu'à manipuler la classe politique congolaise et à apprivoiser certains leaders de la C14, ceux qui lui ont fait confiance. Aujourd'hui, certains en manquent de doigts. Écoutez, on lira votre analyse à la page 3 de votre journal alternative. Vous revenez également sur le cas de la C14 avec la caravane. La caravane C14 passera, s'exclamez-vous. Alors, parlons des élections maintenant. L'organisation proprement dite, avec la mascarade électorale, c'est ce que vous écrivez. Unir aux petits soins de ses concurrents, c'est ça, Ferdinand? Oui, Eric, imaginez un peu un match de football où l'adversaire, il y a un camp qui achète le maillot, les godasses, les chaussures et les ballons de l'autre de l'autre équipe qu'il doit affronter. Et c'est ce qui se passe dans les élections aujourd'hui. Tout ce qui se déroule sur le terrain aujourd'hui, les élections qui arrivent, c'est unir contre unir. C'est-à-dire que c'est un match amical et entre unir et ses propres éléments. On a d'abord fabriqué plein de listes indépendants qui sont tous des militants unis. Certains sont connus pour être pris plusieurs fois dans des réunions unies, d'autres ont été récemment formés avant la campagne dans des réunions, dans des formations de unis. Et tous ces gens-là sont connus, sont des militants unis. Donc, on a fabriqué ces listes-là qu'on a ajoutées à quelques partis accompagnateurs pour donner l'impression à l'opinion internationale que, bon, l'élection suscite un engouement, il y a un pluralisme qui est là autour de cette élection. Mais Uni ne s'arrête pas là. Et quand on fabrique des gens, il faut les nourrir. Donc, on a donné de l'argent à tous ces groupuscules-là, indépendants, qui ont été fabriqués à l'emporte-pièce. Mais depuis un certain temps, il y a des réseaux depuis la présidence qui appellent les partis politiques qui leur disent, écoutez, vous pouvez faire vos affiches et pour les élections, envoyer vos maquettes, vos tricots, tout ça. Et vous aurez dû constater que en pleine ville, il y a des affiches des partis qui sont placardées sur les grands panneaux. Et ces affiches-là, de ces partis de l'opposition, centristes, accompagnateurs, je ne sais quoi, sont fabriquées par le régime. Et donc, vous voyez un régime qui fabrique les affiches de ses concurrents et qui va les placarder la nuit en ville pour faire croire que bon, mais la compétition est vraiment saine. Voilà les raisons pour lesquelles nous disons que l'unir aux petits soins de ses concurrents. Tout ça, c'est pour démontrer que l'élection est vraiment à de l'engouement parce que lorsqu'on a remis de l'argent aux gens pour cette campagne, les gens ne sont pas fous. Les gens savent que on est en train de les utiliser, ça reviendra peut-être 5 ans après, et donc certains ont mis un peu les sous à l'abri, et ils ont fait quelques t-shirts, ils ont donné à quelques émigrants, et on a bien vu que la campagne ne prend pas, mais il faut quand même qu'on démontre que la campagne a de l'engouement, donc on fait les affiches avec l'assentiment de certains candidats, et on va les placarder la nuit, et voilà, et il y a certains chefs de partis politiques qui ont été appelés, et qui ont refusé d'envoyer leur maquette. Ils ont dit, bon, nous, on n'est pas dans ce jeu, dites-nous à quoi ça retourne, sinon on ne pourra pas rentrer dans ça. Et donc, ce matin, on pose cette information-là, et en la résumant ainsi, un match de football où l'adversaire, où le camp, où une équipe s'occupe des maillots, des ballons, des chaussures de l'autre équipe, finalement, c'est un match amical. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre analyse dans le journal. Et puis, ce sujet, on l'évoquait tout à l'heure avec Joseph Gadas, c'est l'insalubrité à Védi. Vous aussi, vous en parlez. La retenue d'eau devenue, on va dire, un lieu de décharge publique, hein, Ferdinand. Oui, il y a une retenue d'eau qui crée un véritable problème de santé publique à Védi. Je crois que non loin de la maison du DG de l'OTR, M. ADP, une retenue d'abord très mal faite, qui n'a pas été achevée et qui est devenue aujourd'hui une poubelle à ciel ouvert et qui pose un véritable problème de santé dans tout le quartier. Et nous avons tenu ce matin à mettre le doigt sur ce problème-là. C'est un étudiant qui a
qui a pour nom Alfred Patara, qui a fait cette étude-là et qui a démontré que cette retenue est devenue un véritable danger pour le quartier et donc qui interpelle le ministre des Infrastructures. Vous savez que toutes les retenues qui sont dans nos quartiers sont des retenues mal faites et qui créent des véritables problèmes, qui sont des dangers pour les enfants, pour les citoyens dans les quartiers. Et on ne comprend pas pourquoi, au niveau du ministère des Infrastructures, on continue de multiplier ces retenues dans les quartiers, alors qu'on pourrait trouver des solutions pour évacuer l'eau. Et donc ce matin, on a tenu à parler de ce cas-là, d'insalubrité, de santé publique dans le quartier avec et juste en face de la maison d'un grand baron, je veux parler du DG de l'OTR. Oui, qui est le vice-président UNIR région Plateau. Et puis, Ferdinand, ce sujet, avant de vous laisser, c'est par rapport donc à un problème de chefferie traditionnelle. Ça se passe dans le Wawa avec l'usurpation du trône royal au Bimpe, à Clabert, à Pégamé. Vous évoquez le cas du ministre Fiatouo Sesenou qui est accusé aujourd'hui d'avoir fait emprisonner Ouyabek aussi à Amenyagolokomi. Oui, ce ministre décidément dans toutes les sauces et dans les magouilles, il est au cœur de véritables dissensions dans toute la préfecture de Wawa. Et on a eu par le passé à évoquer ces actes envers les populations et depuis son revient dans un dossier très sulfureux lié à la succession du trône dans le canton de Clabé à Pégam avec ses villages environnants. Et il se fait que le vrai régent, celui qui devait succéder au trône, qui devait prendre le trône, a été arrêté. Depuis 8 mois, ou 11 mois plus tôt, avec un de ses collaborateurs, et j'étais injustement à la prison civile d'Atapamé, où ils sont là depuis. Le dossier, selon le parquet de Philomé, qui avait été saisi après que le tribunal de Badou ait rendu un arrêt assez bizarre, a jugé que le dossier était vide. Il a été demandé de libérer les gars, mais depuis ils sont en prison et ils sont victimes d'une injustice parce que c'est eux qui sont ceux qui devaient être intronisés chefs. Et selon leur dit, le ministre a organisé une mascarade et a fait rentrer la nuit vers 2h du matin, entre 23h et 2h du matin, des individus d'une autre collectivité pour les introniser la nuit. Vous imaginez qu'on intronise un chef canton à 2h du matin dans un village où il n'y avait pas les populations, personne n'a été convié. Et donc, les autres qui se sont réveillés la nuit ont fait barrage à cette usurpation du trône. Il y a eu quelques bousculades et c'est à la suite de ces bousculades que ces messieurs ont été arrêtés et depuis à la prison civile d'Atapamé dans des conditions assez difficiles. Et donc, c'est un coup c'est un dossier qu'on a fait ce matin et qu'on demande à ce que la justice puisse se pencher sur leur cas parce qu'il ne sert à rien de jeter des gens comme ça en prison lorsqu'on continue de dire que le Togo est un état de droit. Très bien. Écoutez, on lira tous ces sujets-là dans votre journal L'Alternative. D'ailleurs, on aura l'occasion de revenir sur certains à 11h d'un taxi presse. Et merci beaucoup, Ferdinand Haïté. Merci, Eric. Et à tout à l'heure. À plus tard. Et on me signale que nous avons déjà au téléphone le patron du journal Économie et Développement, Joseph Gada. Joseph, bonjour. Bonjour Eric et bonjour également fidèles auditeurs de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoint, Joseph. Vous parlez justement d'économie et développement avec la foire de Lomé, qui devient le seul cadre de la vie économique et commerciale des Togolais aujourd'hui. Oui, je pense qu'aujourd'hui tout le monde est convaincu. Et à part la fois le Togolais lambda, pour ne pas dire l'opérateur économique lambda, n'a plus ce cadre où plusieurs personnes peuvent venir à la fois pour pouvoir juste voir les produits, juste acheter de quoi partager avec les enfants à la maison, avec des amis. Je pense qu'aujourd'hui, nos marchés ne répondent plus à cet esprit. Vous savez que par le passé, quand on prend du grand marché de Lomé, c'est un lieu qui est très visité par tout le monde. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le nombre, depuis l'incendie de ce marché,
il est difficile d'avoir un cadre propice pour le commerce et l'économie quand même au Togo. Alors, non de moi de faire le bilan de la foire. En espace de 5 jours, déjà plus de 85 000 personnes ont pu visiter ce cadre. Sur 957 exposants, vous avez au moins 60% qui sont des Togolais. Alors, lorsque le chiffre a été donné par le directeur de la foire, cela nous a suscité beaucoup de questionnements et nous avons baladé du petit peu nos micros auprès de quelques exposants. Et vous ne pouvez pas imaginer la joie qui traverse le cœur de ces exposants, surtout des Togolais. Et une dame qui nous a confié qu'en espace de 5 jours, elle a fait même des chiffres d'affaires qui dépassent même 8 mois d'activité au Togo. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que la crise politique a passé par là, par l'économie togolaise, comme tous nous savons très bien. Mais également aujourd'hui, ce cadre représente le lieu par excellence pour tous les opérateurs économiques au Togo. Vous savez très bien qu'au Togo, 80% des Togolais sont dans l'informel. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens vivent au jour le jour. Donc, pour cet endroit, ce cadre d'affaires, les gens choisissent rapidement ou bien saisissent rapidement l'occasion pour pouvoir exposer et vendre leurs produits. Donc, nous avons dit, si en espace de 5 jours, plus de 85 000 personnes ont pu visiter la foire, il y a quelque chose qui est caché là-bas. Et ce qui est caché, c'est que, comme je l'ai dit, c'est l'occasion pour les Togolais, en espace de quelques jours, d'engager au moins plus de 1000 personnes à la fois. Alors, ce que nous demandons au gouvernement, ou bien selon les doléances des Togolais, c'est que la foire peut-être soit organisée au moins 2 fois dans l'année, ce qui leur permettra, comme je l'ai dit, de pouvoir vendre et de pouvoir faire les affaires. C'est juste encore l'occasion d'interpeller le gouvernement par rapport au marché. Le Togo doit reprendre, ou bien Lomé doit reprendre son marché. Il a été promis plusieurs fois la construction de ce marché. C'est l'occasion d'interpeller le ministère du commerce et du secteur informel, de passer par tous les moyens pour que ce marché soit réhabilité et que les Togolais puissent quand même vivre cette fièvre économique par le passé. Bien, ben écoutez, on lira l'article dans le journal. Vous parlez également des pratiques commerciales des entreprises, avec la responsabilité sociétale des entreprises au cœur d'un forum à Lomé. On lira l'article dans le journal. Et puis, la question de l'assainissement de nos quartiers, vous l'évoquez, avec cet SOS à la retenue d'eau à Védicité, qui est abandonnée à ciel ouvert d'ailleurs. Oui, je pense qu'il y a un phénomène grave qui se passe au niveau de la cité d'Avédi. Vous savez que le gouvernement, depuis un certain moment, avait engagé des travaux d'assainissement dans la ville de Lomé, du moins dans le Golfe. Et Avédi, que nous connaissons très bien, la cité d'Avédi que nous connaissons très bien, a eu quand même ce plaisir d'avoir une partie de ce projet. C'était bien. Mais depuis 2 ans, les habitants d'Avédi connaissent un événement malheureux. Et cette cité qui connaît aujourd'hui ce phénomène, comme je l'ai dit, il a été constaté tout simplement que la retenue d'eau a été abandonnée par une entreprise. Et depuis plus de 2 ans, les habitants sont à la recherche de cette entreprise. On ne la trouve même pas. Aller au ministère, des gens se sont dépêchés pour aller au ministère des infrastructures. Jusqu'à présent, c'est le statu quo. Et pire, ce qui se passe là-bas, c'est que cette retenue est laissée, comme je l'avais dit, à ciel ouvert. Ce qui se passe, c'est qu'il y a en 2017, nous avons déjà enregistré le décès d'une jeune fille qui est allée tout simplement là-bas et s'est fait noyer. Donc je pense que ce qui se passe, quand vous allez tout simplement à Avédi, c'est l'émotion. Vous allez à Avédi aujourd'hui, les gens ne savent même pas où se donner la tête parce que
ce lieu est devenu le domicile des brigands, des voyous, qui font du n'importe quoi là-bas. Donc je pense que pour ne pas aller trop loin, c'est l'occasion tout simplement d'interpeller le ministère. Nous avons déjà approché le ministère et pour le moment c'est le statu quo. Nous demandons encore au gouvernement de faire tout pour pouvoir revoir cette retenue d'eau qui est au niveau de Abédi-Cité et qui constitue vraiment la croix et la bannière pour la population d'Abédi. Alors l'occasion aussi est d'interpeller la population parce que au moins avant de partir, l'Assemblée, l'entreprise a eu quand même l'amabilité de clôturer la retenue d'eau par des tonnes. Malheureusement, ces tonnes ont été enlevées, volées par la population. Ce qui fait qu'aujourd'hui, surtout quand les élèves sortent de l'école, ils ont le bien plaisir d'aller faire un peu de tourisme là-bas, ce qui fait qu'on a eu des effets. Donc nous interpellons au moment, avant que ce projet ne soit repris, que les gens puissent prendre confiance et le reste des tôles qui servent de la culture soit gardé, sauvegardé en attendant que le gouvernement n'arrive. Donc, à travers cette tactique, nous voulons interpeller tout simplement le gouvernement, non plus maintenant le ministère, mais que le gouvernement, le chef de l'État, pour que à ce moment crucial, il puisse quand même tourner son regard vers la retenue que vous avez dit. Ben, écoutez, on a compris tout cela. D'ailleurs, on va reparler de ce sujet avec Ferdinand Haïté tout à l'heure. Merci beaucoup, Joseph Gadar. Merci, Eric, et bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Merci. Alors, on va enchaîner avec la rédaction de l'équipe sportive puisque Aimé et Le Bon est déjà en ligne. Aimé, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints. Et on va évoquer d'abord le tournoi UFOA B des moins de 20 ans avec cette mauvaise entame des éperviers du Togo. Hein. Vous l'évoquez, mais vous allumez aussi vos projecteurs sur les 7 prétendants, 2 favoris et 5 outsiders. Hein. Effectivement, Eric, justement, avec ce tournoi qui a démarré hier et qui va nous prendre faire le 16 décembre prochain, un tournoi, bien sûr, où on retrouve en principe 7 pays participants au lieu de 8, et puisque finalement le Bénin n'a pu faire le déplacement, le Bénin qui avait donné donc son finalement, et qui, aux dernières nouvelles, donc n'est pas arrivé. Bon, voilà, donc tout a démarré hier et déjà donc à l'analyse nous voyons donc qu'il y a 2 grands favoris, à savoir le Nigeria et l'équipe du Mali. Et puis les 5 autres sont donc des outsiders qui peuvent également créer la surprise. On attend le Togo donc qui a montré hier dans la compétition et qui encore une fois a été battu par le Mali qui est l'un des favoris. Vous vous rappelez que en tout cas les équipes de jeunes du Mali sont donc ce qu'elles sont actuellement. Elles sont présentes dans toutes les compétitions, aussi bien en Afrique que du côté du monde. Bien voilà, dans la Coupe du Monde, et ils sont ces jeunes Maliens sont présents, et donc ça se voit également dans la qualité du jeu qu'ils ont présenté hier face à l'équipe togolaise qui a été volontaire mais qui a fini par céder donc vers la fin de la partie. Donc on va dire simplement que les Togolais ont fait ce qu'il fallait, mais encore une fois, la naïveté a fait que cette équipe a perdu face au Mali. Et déjà donc en première rencontre, on avait vu le Burkina Faso qui était face au Sénégal, avec le Sénégal qui, disons, n'a pas fait des détails, 2-0, c'est ce qu'il fallait faire, et je crois que ça a été réussi. Maintenant dans le groupe B, aujourd'hui, bien on va vivre un seul match, puisque le Bénin n'a pas fait de déplacement, comme je le disais tantôt. Le seul match aura lieu à 16h entre le Ghana et bien sûr l'équipe du Nigeria.
Bon voilà, donc à peu près, non, l'équipe du Niger, oui, pour moi. Donc le Ghana contre le Niger, qui sera donc le seul match de cet après-midi. Pour dire que tout, c'est que effectivement nos analyses ont porté sur le pédigree de chaque sélection et on a dû faire dans ce classement pour avoir, disons, ce cliché qu'il y a donc 2 favoris et les autres sont presque des outsiders. On verra ce que ça va donner par la suite, mais c'est une bonne organisation, donc un tournoi financé par la FIFA et la CAF, bon voilà, donc qui se déroule à Lomé actuellement. C'est bien cela. Et puis le football avec les coupes africaines, hein, avec l'élimination aussi des clubs togolais, décevant, écrivez-vous tout simplement. Oui, écoutez, c'est pas trop fort. Oui. Décevant, ce n'est que la suite logique donc de ce que nous sommes en train de produire depuis quelque temps, aussi bien en équipe nationale que en ce qui concerne les clubs. Vous vous rappelez en 2004, donc ce week-end noir du Togo où les 2 représentants du Togo ont été éliminés donc à Lomé dans le même week-end. Voilà à peu près ce qui se passe encore une fois. Le mardi, eh bien, Koroki a été éliminé, donc en préliminaire, j'allais dire, de la Ligue africaine des clubs. Et puis le mercredi, c'est Gomido qui rentre également dans l'arène, a été éliminé donc dès le premier tour, dès le préliminaire donc de la compétition de la CAF. Bon, voilà donc à peu près ce qu'on a vécu, conjugué à disons, à la lourde défaite donc de l'équipe nationale contre l'Algérie. On dit simplement que ça n'a été trop, c'est simplement décevant. Eh bien, on ne pourrait pas comprendre donc ça tombe sur le Togo de cette manière. Eh bien, nous avons essayé de faire l'analyse donc de ces 2 matchs-là et de voir que ça continue. Donc pour nous, le calvaire pour le Togo, bien entendu. On aurait aimé avoir autre visage donc, de ces clubs que ce qu'on a vécu. Mais est-ce qu'on s'est préparé autrement? Vous vous rappelez donc à la fin du championnat dernier ce que les analyses que nous faisions jusqu'à présent, eh bien, vous n'avez pas de stabilité au niveau de votre staff technique, quand vous n'avez pas donc pu garder les joueurs comme cela se doit, quand vous faites donc des illusions sur la participation de votre club à une compétition continentale, ben voilà donc ce qui arrive le plus souvent. Et bien on a encore appris à nos dépens. On voyait vous qui n'a plus gardé son staff technique. C'est pareil pour Gobi de Palimé également qui a laissé échapper donc l'occasion d'avoir un Didier à Mégan. Bon voilà donc tout cela est conjugué et qui fait que ça n'a pas marché donc pour ces 2 clubs là. Ben, c'est un peu bizarre que le club tchadien aujourd'hui qui viennent éliminer un club togolais, ça ne s'est jamais passé. Bon, c'est aussi ça, la réalité que nous sommes en train de vivre, seulement que la spirale, on dirait, la spirale continue pour le Togo. Et très rapidement, avant d'observer la pause ici, Aimé, c'est par rapport donc à la violence qui fait son retour dans les stades, des serpents dans la poche finalement. Oui, Eric, serpent dans la poche, oui, c'est ce que nous exclamons parce que ce que nous redoutions, ça comme ça, on n'a pas réussi donc à annuler tout. Déjà donc dans certains matchs, eh bien les violences font encore surface. Il a fallu bien sûr que certains arbitres font étalage de leur connaissance en course, justement pour éviter la furie donc de certains supporters. Vous vous rappelez donc ce match de Sarah sport de bâtiment Lomé. Vous rappelez également donc ce qui s'est passé à Tabligon et tout cela. Eh bien, nous sommes entrés encore une fois de sonner sur la rame en attirant l'attention de la Fédération de football sur la nature de ces violences et la nécessité donc de prendre des décisions adéquates pour permettre, pour éviter justement, pour décourager, j'allais dire, ces fauteurs de troubles, on va le dire ainsi, mais rien ne peut justifier une violence, on le dit, on le crie, mais là, il y a aussi le fait que ça dépend de l'organisation que vous avez. Et donc, bon voilà, c'est en train de refaire surface.
serpent dans la poche. Et ce sont donc les armes de la violence que nous sommes en train de revivre encore une fois sur les stades au Togo, Eric. Très bien. Ben, écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal. L'équipe sportive. Merci beaucoup, Aimé Lebon. C'est moi qui vous remercie, Eric. Allez, bonne journée. Excellente journée à bord du taxi et salut donc à tous les passagers. Très bien. Taxi Media Show, la chronique tech, Amen Assignon. La chronique tech avec Amen Assignon qui nous rejoint à l'antenne à l'instant. Amen, bonjour, bienvenue. Bonjour Eric Gator. Merci de nous avoir rejoint à l'antenne ce matin. Nous sommes là pour vous écouter pour votre chronique tech. Oui, ravi de vous retrouver également ce matin, Eric. Oui, merci. Alors Eric, ils vous en souviennent, lundi en début de cette semaine, le chef de l'État a procédé à la pose de la première pierre d'un data center. On se pose la question de savoir de quoi il s'agit concrètement. Alors, un data center ou encore un centre de données de façon illustrée. Ce sont des salles dans lesquelles on retrouve des ordinateurs, notamment un réseau d'ordinateurs et des espaces de stockage, disques durs, serveurs contenant des données informatiques. En général, le data center permet d'assurer une meilleure accessibilité des données aux utilisateurs à travers une connexion Internet. Les entreprises possédant des bases de données, des sites Internet, les services de cloud computing hébergent généralement leurs activités dans les data centers pour ainsi éviter la présence des serveurs dans leurs locaux. Alors bientôt, le Togo va disposer d'une telle infrastructure dans 15 mois précisément. Et c'est un projet entièrement financé par la Banque mondiale à hauteur de 12,2 milliards de francs CFA. Le projet s'inscrit dans le cadre du plan régional ouest-africain de développement des infrastructures de communication. Alors pourquoi la nécessité d'un data center? Alors tout d'abord parce que ce sont des installations hyper sécurisées, car ils offrent une protection des données contre les risques d'incendie, d'inondation, de vol, d'intrusion, de panne ou encore de coupure électrique. Et autre chose, les données sont disponibles en permanence. Alors notons que l'émergence du cloud ou le fameux nuage, qu'on appelle le nuage, est liée à l'utilisation du data center. Alors le cloud, c'est quoi? C'est le passage d'un disque dur ou d'une mémoire physique située sur votre machine, ordinateur, ça peut être des tablettes, les smartphones, donc à un stockage localisé dans un data center. Donc votre disque dur local est placé sur un serveur pour vous le mettre à disposition via Internet. Donc c'est ça le cloud. Alors le hic qu'il faut noter est que les data centers sont très énergivores, consomment donc beaucoup d'énergie, mais en plus de l'électricité nécessaire, il faut aussi un système de refroidissement pour contenir la chaleur que dégagent les serveurs. Donc en résumé, un data center est un élément clé d'un système d'information d'entreprise, voire d'Internet, car c'est là où sont stockées et traitées toutes les données. Très bien. Voilà, Eric. Très bien. Ben, écoutez, on a compris. Merci beaucoup à Amen Assignon. Merci Eric. Bon week-end. Merci. Et bonne journée à nos auditeurs. Merci et bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup.